Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray pour l'émission Occident. On va parler aussi bien sûr d'environnement. C'est la chronique de Reynald Duberger. Je rappelle que c'est un ingénieur géologue, sismologue, professeur titulaire retraité de l'UQAC. Bon, il y a un blog où vous pouvez aller consulter, duberger.me. Et il y a aussi, il a été retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi, je l'ai dit, mais je préfère le lire en longueur. Mais il est surtout connu pour ses positions sur les changements climatiques, lui qui est membre du collectif des climato-réalistes. Alors vous avez un groupe sur Facebook où vous pouvez lire les articles qui sont diffusés dans ce groupe sur Facebook avant que ce soit éventuellement supprimé. Alors vous avez vu l'actualité, on avait parlé du réchauffement qui n'avait rien à voir avec les feux, et puis bon, ça a été l'occasion de contestation de la part de YouTube. Et on est sur Twitter qui a rétabli la liberté d'expression comme on le sait. Alors on aborde aussi des sujets comme la vaccination obligatoire, le rapport à l'islam, enfin bon. Alors aujourd'hui, ton thème, tu voudrais parler du GIEC, on avait failli en parler un petit peu la semaine dernière, mais parce qu'il y a eu un rapport important, enfin tu penses que qu'il y a aussi des omissions là? Oui, en fait, effectivement, je veux parler aujourd'hui, c'est notre dernière chronique de la saison, toujours en rapport avec les changements climatiques. Euh, le, le GIEC a publié un rapport synthèse il n'y a pas tellement longtemps, qui a fait l'objet de critiques assez sérieuses et sévères de la part d'un d'un groupe auquel j'appartiens qui s'appelle CLINTEL, Climate Intelligence, qui est formé de maintenant près de 1500 scientifiques et ingénieurs qui sont des climato-réalistes et qui euh, nient l'existence d'une urgence climatique. On ne nie pas qu'il y a des changements climatiques, on, 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 on accepte qu'il y en ait, sauf qu'ils sont loin d'être aussi importants que ceux qu'on estime et qu'ils sont probablement pas d'origine humaine, mais probablement d'origine naturelle. D'abord, il faut dire que le climat change, il a toujours changé et il changera toujours. C'est pas l'homme qui a créé les changements climatiques. On dépense des milliards pour tenter de l'influencer, ce climat-là, et c'est absolument inutile. Il n'y a pas besoin de dire pourquoi. Donc, qu'est-ce que c'est que le climat? Le climat, c'est une notion régionale et non pas globale. Le climat, c'est la température, l'humidité, les précipitations, les vents et les événements qu'on appelle extrêmes météorologiques, évidemment, dans une région donnée sur à peu près une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est ça le climat. C'est une notion régionale et non pas globale. Il n'y a pas de climat de la Terre. Hein? Quand les gens disent que le climat de la Terre est en train de changer, ça n'existe pas, le climat de la Terre. Donc, c'est très différent de ce qu'on appelle la météo. Il peut faire chaud aujourd'hui, il peut faire frais demain, ça change rapidement. Le climat, c'est une chose qui s'étudie sur une longue échéance. Euh, sur quoi se base-t-on pour étudier ce climat-là, puis pour affirmer, comme les réchauffistes le font, que l'homme est en train de le dérégler, comme si le climat pouvait être réglé. D'abord, on se base sur des données géologiques. Moi, je suis un géologue, je suis un ingénieur géologue et géophysicien. Je sais très bien que dans les roches du passé, si on peut reculer des milliers d'années, des millions d'années, voire des centaines de millions d'années euh, avant notre ère, et puis trouver dans les roches des indices qui nous montrent qu'à certaines époques, le climat de la Terre était chaud ou froid, ou riche ou pauvre en CO2 ou en oxygène. Hein? C'est de la géologie, ça. Donc, c'est une des données qui sert à comparer le climat actuel, c'est-à-dire la température moyenne annuelle globale, à des climats passés qui nous font réaliser que dans le fond, ce qu'on voit présentement comme variation, ça n'a rien, absolument rien d'exceptionnel. Et ce qui se produit présentement, c'est exactement ce qui s'est produit par le passé il y a des milliers, millions, centaines de millions d'années.
Comme données aussi, on a des archives historiques, on a des récits. On voit, les écrivains ont laissé des traces de ce qu'ils ont vécu dans leurs écrits. Hein, au cours des siècles passés. C'est comme ça qu'on voit qu'à l'époque de Louis XIV, il faisait froid. On a eu des famines, on a eu des mauvaises récoltes, on a eu des guerres causées par probablement ces mauvaises récoltes. Quand il n'y a pas beaucoup à manger pour les gens, c'est là que les gens commencent à s'entretuer. Il y a aussi d'autres méthodes comme la dendrochronologie, les anneaux de croissance des arbres qui laissent des traces des températures passées. On parle des époques plus récentes, là, on parle de dizaines d'années ou de centaines d'années au plus. Il y a la thermométrie. Quand on a inventé les thermomètres, on a commencé à mesurer la température de l'atmosphère. Hein? Et là, j'ouvrirai une parenthèse importante. Est-ce qu'on a suffisamment de données thermométriques à partir de mesures de thermomètres pour pouvoir comparer ce qui se passe présentement à ce qui s'est passé par le passé? Il y a un siècle, il y a 2 siècles, je ne suis pas certain de ça. Et plus récemment, à partir de 1979-80, on a l'ère des satellites. Donc, on a des mesures de température de l'atmosphère et des océans à partir de satellites. Et ça nous en apprend beaucoup. On parle du GIEC. Qu'est-ce que c'est que le GIEC? GIEC veut dire Groupe international d'experts sur le climat. C'est déjà une arnaque d'appeler ça GIEC parce que à l'origine de ce groupement-là, qui est une créature de l'ONU, euh, euh, le terme était IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Pas expert, panel, hein? Groupe de réflexion. C'est ça un panel. Ça ne veut pas dire que c'est des experts. Comment ça a commencé tout ça? Ben, les chefs d'État se sont réunis il y a environ 40 ans. Euh, il y a une trentaine d'années plutôt, sous l'impulsion de Maurice Strong. C'est un Canadien qui avait ses entrées à l'ONU, qui était un des gros canons de l'ONU. Il a convoqué un sommet à Rio, le fameux sommet de Rio de Janeiro, il y a 30 ans. Et puis les conclusions de ça, c'était on court à la catastrophe, hein, parce qu'on consomme trop de pétrole, de charbon et de gaz, hein, puis on émet des gaz à effet de serre. Alors, c'est là qu'on a commencé à créer ce fameux GIEC, hein, qui est une créature de l'ONU, mais qui n'est pas un groupement scientifique. Le GIEC est un groupement plutôt politique, idéologique. Et il est noyauté malheureusement par des organismes de pression comme le World Wildlife Foundation ou Greenpeace. Hein. Donc, c'est beaucoup plus de l'idéologie que de la science. On veut convaincre les gens plutôt que les informer. Comme disait euh, celui qui était le conseiller scientifique de Barack Obama. Euh, donc, on accuse l'homme d'être le responsable de ce réchauffement-là. Et dès le départ, le GIEC faisait fausse route parce que son mandat, il l'a rédigé ainsi. Le mandat du GIEC consiste à étudier les conséquences de l'action humaine sur le climat. Donc, d'entrée de jeu, on affirmait que l'homme avait une influence sur le climat. On aurait d'abord dû se poser la question, l'homme a-t-il une influence significative sur le climat? Hein? Donc, on affirmait d'entrée de jeu qu'il y en avait une, puis il fallait trouver les conséquences, et puis il fallait trouver les moyens de contrer cette influence-là. Donc, ça faisait, dès le départ, on faisait fausse route. Et d'ailleurs, nous, les climato-réalistes, on remet toujours en question la part de l'homme dans ce. On ne dit pas qu'elle elle est nulle, elle est probablement, fort probablement insignifiante comparée à d'autres causes que nous verrons tantôt. Le CO2, c'est le gaz maudit par les réchauffistes, par les climateurs alarmistes, par le GIEC. Mais ce CO2-là, il représente seulement 4 centièmes de 1% de toute l'atmosphère terrestre. C'est pas beaucoup.
Les humains là-dedans sont responsables de 0,0012 de ce CO2-là. Mais quand j'allais dans les écoles qui avaient le courage de m'inviter, j'apportais un sac de riz avec moi d'1 kilo, puis je mettais un grain coloré en rouge dedans. Puis ça, je le disais aux élèves, ça, c'est la partie de l'homme, c'est la partie de CO2 émise par l'homme dans toute l'atmosphère de la Terre. C'est pour vous donner une idée, hein? Avant d'acheter une voiture électrique, si votre souci, c'est d'empêcher l'homme de réchauffer le climat, ben là, vous devriez peut-être regarder mon exemple de grains de riz rouge dans 1 kilo de riz. Donc, euh, on peut souligner, d'ailleurs, notre groupement Clintel a publié un rapport il n'y a pas tellement longtemps qui souligne les graves erreurs dans le dernier rapport du GIEC, le rapport qu'on appelle AR6. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les auditeurs peuvent aller sur Internet, rentrer Clintel, C-L-I-N-T-E-L, puis vous allez voir ce rapport que nous avons produit il y a quelques semaines. Donc, la plupart des erreurs sont des grosses erreurs. Le GIEC, par exemple, ignore la diminution des pertes de vie humaines dues aux catastrophes naturelles. Hein? Il y a 80 fois moins de décès dus aux catastrophes naturelles présentement qu'il y a un siècle. C'est quand même un chiffre important. C'est énorme. On, on estime aussi la sensibilité climatique supérieure à 2,5 degrés Celsius. Or, probablement qu'elle est fort probablement inférieure à 2 degrés Celsius. La sensibilité climatique, c'est l'augmentation de température que nous obtiendrons pour un doublement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Hein? Donc, si on passait de 400 ppm à 800 ppm, on augmenterait, selon le GIEC, la température de plus que 2,5 degrés Celsius. Puis nous, en fait, les scientifiques ne s'entendent pas. Ça va du simple au triple. Nous, on pense que c'est inférieur à 2 degrés Celsius. Et ça, c'est important sur les prédictions que le GIEC prétend faire pour ce que sera la température d'atmosphère dans 100 ans. Ensuite, une autre erreur ou une exagération du dernier rapport du GIEC, c'est qu'il y a un rapport synthèse qui s'adresse aux décideurs, aux politiques, et on utilise là-dedans le scénario d'émission le pire, le plus élevé. Et il n'y a pas de raison d'utiliser ce scénario-là. On aurait peut-être on aurait peut-être avantage à utiliser un scénario beaucoup plus raisonnable qui tient compte des émissions actuelles, compte tenu qu'elles n'augmenteront pas aussi rapidement que ce qu'on le prétend. Et à mon avis, les erreurs du rapport sont minimes comparées aux omissions dans le rapport. On accuse l'homme et ses émissions de CO2, mais on ignore les facteurs naturels qui influencent, et c'est certain, le climat. On ignore les cycles de Milankovitch. Les cycles de Milankovitch, ça se réfère aux variations de l'ellipticité de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Au cours des âges géologiques, on sait que ça a varié, on sait que ça a probablement causé de grands âges glaciaires où les températures ont baissé considérablement. Et ça peut être aussi causé par les variations de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et plus récemment, moi, je suis allé à la réunion annuelle de l'Association des climato-réalistes à Paris. Moi, je fais partie de leur comité scientifique et on a eu une conférence très intéressante de mon collègue Vincent Courtillot, l'ancien directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, dans lequel il est en train de mettre en évidence d'autres cycles de type Milankovitch, mais reliés aux variations des orbites des planètes importantes autour du Soleil qui influencent à leur tour l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc,
c'est un des éléments qui a été ignoré par le GIEC dans son rapport OR6. On ignore aussi l'activité solaire. Il y a des variations importantes dans l'activité du soleil. Lunaire. La Lune aussi, non? La Lune aussi, les taches solaires, il y a une relation entre les champs magnétiques du Soleil et les taches solaires. Les rayons cosmiques, on pense qu'ils peuvent influencer la formation des nuages. Les nuages en basse atmosphère ont une influence considérable sur le climat. Et, dernier sujet, parce que c'est mon domaine à moi, la géologie, la géophysique, l'activité volcanique terrestre, mais aussi sous-marine. 70% de la surface de la Terre, c'est des océans. Et on n'a pas l'inventaire ni le bilan de l'activité volcanique sous-marine et l'activité hydrothermale sous-marine aussi. On a 74 000 kilomètres linéaires de dorsales océaniques auxquels sont associées des activités volcaniques variables d'une portion à une autre de ces dorsales-là. On n'en a ni l'inventaire ni le bilan. Combien de millions de tonnes de magma ou combien d'énergie thermique sortent de ces dorsales-là quotidiennement, annuellement, et on prend la ceinture de feu autour du Pacifique auquel sont associées des collisions de plaques tectoniques et du volcanisme, de l'activité hydrothermale, des fluides qui sont associés à ces volcans-là. Dans un volcan, les gaz les plus importants sont d'abord la vapeur d'eau, H2O, ensuite le CO2. Quelle est la quantité d'eau qui est ajoutée au fond des océans par l'activité volcanique hydrothermale à chaque jour, à chaque année? Personne ne peut répondre à ça. C'est probablement des chiffres colossaux. Ensuite, quelle est la quantité de chaleur dégagée par toute cette activité volcanique et hydrothermale du fond des océaniques? Le GIEC considère que c'est même pas la peine de s'en intéresser. C'est l'homme qui est le prédateur, c'est l'homme qui est le principal facteur. On vient de découvrir, c'est tout récent, 19 000 nouveaux volcans sous-marins. Ils existaient, mais on en ignorait l'existence grâce aux satellites radars. Hein? Et toute cette chaleur qui s'échappe de la Terre solide aurait une influence négligeable sur le climat comparé à l'activité humaine. Est-ce que vous voulez me faire croire ça? Hein? Alors, moi, je me pose des questions en tant que géologue, en tant que géophysicien. Est-ce que ceux qui accusent l'être humain d'être le dérégleur du climat, le responsable du dérèglement climatique, est-ce qu'ils font pas fausse route en ignorant cette quantité énorme de chaleur? Moi, je l'ai vécu quand j'étais étudiant. Ma première descente dans une mine à Timmins, dans le nord de l'Ontario, j'avais 18 ans. Je crois que je suis descendu à 7800 pieds. On était en pied à l'époque, là, je ne sais pas combien de mètres ça fait. Et il faisait autour de 40 degrés Celsius. On touchait à la roche, elle était chaude. Et cette chaleur-là, ça ne provenait pas du noyau de la Terre, ça provenait de la croûte terrestre elle-même par la décomposition des isotopes radioactifs, hein, d'uranium, thorium, potassium. On ignore ça comme contributeur de la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Moi, c'est... Est-ce que le GIEC, on peut considérer le GIEC comme un instrument idéologique au service d'une vision mondialiste qui a pour vocation de renverser le paradigme, c'est-à-dire en rendant l'être humain responsable de tout, est-ce qu'on le... c'est pas une façon aussi de mieux maîtriser l'homme et de limiter ses libertés? Moi, Eric, je serais prudent. C'est tentant d'aller dans cette voie-là, mais je vais m'en garder parce que je suis d'abord un scientifique. Je dois faire preuve d'une certaine rigueur. Je peux pas prêter des intentions aussi mauvaises à nos décideurs, à nos politiques derrière les rapports du GIEC.
mais je peux me contenter de les critiquer fortement du point de vue d'un scientifique. Donc, je ne peux pas prêter de mauvaises intentions parce qu'on m'accuserait à ce moment-là d'être un conspirationniste, un complotiste, ce que je ne veux pas. Je ne suis pas d'aucune façon. Moi, je fais de la science et puis surtout, je pose des questions, Éric, des questions très gênantes. Et c'est pour ça que les grands médias comme Radio-Canada, TVA, sont très réticents à m'inviter sur leur plateau, dans leur studio, parce que mes questions sont très gênantes, sont encombrantes. Il y a une animatrice de radio qui m'a déjà comparé à un moustique qui réussit la nuit à traverser le moustiquaire, puis tu sais, qui vous... moi, j'agace les réchauffistes. J'agace les gens qui sont climato-alarmistes. J'agace les scientifiques qui tirent des profits de cette vaste arnaque que moi j'appelle l'hystérie climatique. Je suis un gars qui fait très peu d'affirmations, mais qui pose beaucoup de questions. Je vous ai exposé beaucoup de causes possibles de variations climatiques de la température, mais ces causes-là sont presque toutes systématiquement ignorées par les réchauffistes et c'est vraiment dommage. Mais je continue de marteler mes questions et d'exiger des réponses, mais malheureusement, ces gens-là ne peuvent pas me fournir de réponses. Je répéterai jamais assez souvent, il n'est toujours pas prouvé que l'homme ait une influence, je dis bien, significative sur les variations climatiques à l'échelle globale. Très bien. Bah alors, écoute, c'est une belle conclusion. Je pense que le titre, ça serait le GIEC, on cherche la démarche scientifique pour éviter de rentrer dans une logique, comme tu dis, complotiste, ce qui n'est pas notre cas. On essaie aussi, nous aussi, de poser des questions. Mais merci beaucoup de nous avoir éclairés parce que, pendant toute cette année, parce qu'on va se retrouver, j'espère, à l'automne. Mais en tout cas, malheureusement, le Canada a produit quand même Greenpeace et puis justement le GIEC. Alors, qu'est-ce qui fait que le Canada participe de cette dérive? C'est une autre question que je lance. Voilà. En fait, moi, je suis un optimiste. Je pense peut-être qu'éventuellement, quand les gens vont réaliser les milliers de milliards de dollars que ça risque de coûter cette folie-là, ils vont se réveiller et ils vont commencer à exiger des comptes de leurs scientifiques et de leurs politiques. J'ai vu que le fondateur de Greenpeace a changé beaucoup. Hein. Il s'est positionné contre beaucoup de politiques gouvernementales ou environnementales avec lesquelles il n'est pas d'accord. Hein. Oui, je le connais personnellement. C'est lui qui représente Clintel pour le Canada anglais. Moi, je représente Clintel pour le Canada français. On s'est croisés à la dernière conférence internationale sur le climat. Tu parles de Michael Moore. Et puis, il est fondateur de Greenpeace et il nous a montré à cette conférence-là quand il était jeune et très, très allumé sur l'environnement, ses comportements, puis pourquoi il a changé sa vision quand il s'est aperçu que Greenpeace devenait un organisme beaucoup plus idéologique et politique qu'un organisme scientifique. Parfait. Bah, merci beaucoup Reynald et bon été. Merci messieurs, dames. Vous allez voir que on apprend beaucoup avec cette chronique, comme chaque semaine. Alors, on va essayer de poursuivre une démarche scientifique, on va dire ça. Voilà, des questions, interroger, et je vous conseille de faire la même chose autour de vous. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine fois.